Vous avez été vendeur de beignets à l'âge de 8 ans? Oui, pour mes parents, oui, ils vendaient des beignets Tout à fait. dans les rues. Tout à fait. Et donc du coup, vous avez été au sein de la Légion étrangère. Oui. Et puis, Eh ben, j'ai fait un mois et ils m'ont foutu dehors parce que mes parents, je m'étais sauvé de la maison. Et mes parents m'ont réclamé parce que j'étais soutien de famille. d'accord. Alors je me suis engueulé avec mes parents et après je me suis engagé dans les harkis au 60e groupe GMS, groupe mobile de sécurité, Et que à s'est-il Charrier. passé au sein de Ah ce ben groupe? là, j'étais affecté à une ferme qui s'appelle la ferme Rouge et ils m'ont donné un fusil US-17. Ils m'ont dit voilà comment on met les cartouches dedans, tac, tac, voilà. Et 3 jours après, ils m'ont mis de garde dans le blocos de la ferme Rouge à Franchetti. Et l'ennemi a attaqué la ferme. C'est vrai. Hein. À cette époque-là, les Félagas avaient pour mission de couper l'électricité, les arbres et tout ça, et de venir harceler les différentes troupes pour les tenir en haleine. Alors, moi, c'était mon premier baptême de feu. Je commençais à tirer un coup à gauche, un coup à droite dans le traîneau, hein, en attendant que le renfort arrive. C'était 23h le soir. Voilà, il n'y a pas eu de mort, hein, mais voilà, j'avais peur qu'on me jette une grenade par-dessus le blocos, parce qu'il n'y avait que des barbelés, mais j'avais pas de repli. Voilà, ben, ça s'est bien passé. Après, j'ai failli me faire tuer à la relève du caporal-chef. Il avait une mitraillette Sten, hein, et la rafale est partie à la relève de la guerre, elle est partie toute seule. Hein. La rafale est partie, bon, c'est passé à côté. Voilà. Voilà pour ce que les GMPR. Et j'ai fait un an là au GMPR. Hein. Alors j'étais l'homme à tout faire. Hein. Je travaillais à la radio, hein, pour tourner la manivelle. Hein. Je travaillais mortier comme soutien pour mettre les fusées et les relais dans les obus de mortier de 60. Hein. Et je faisais des gâteaux. Hein. Et je sortais en patrouille. Alors, j'étais l'homme à tout faire. On m'exploitait un peu. Alors, j'ai fait un an au GMPR. Et j'ai quitté les GMPR. Pour pouvoir quitter, il a fallu que je parte à Arzeux, chez mon père qui avait une baraque de beignets et de frites. Et j'étais vendre des beignets le long de la plage pendant 2 mois. Après, je suis revenu. Bon, ils m'ont donné la paye. Alors en sortant, j'ai pris avec la paye, je me suis acheté une paire de chaussures, un costume, hein, qui n'avait rien pour me mettre. Voilà. Et j'ai trouvé un copain, Gonzalez, hein, qui était un pied noir de Saïda. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je viens de sortir des GMPR et je voudrais m'engager dans ton régiment. Est-ce que je peux? Tu veux t'engager? Allez, viens avec moi. Et il m'a pris au bureau des effectifs du 8e RIB à Saïda. Et tellement j'étais content, il dit donnez-moi 5 ans. Alors il m'a dit réfléchis un peu, parce que si ça ne va pas après, il dit bon, ben, alors donnez-moi 2 ans. Alors 2 ans, alors je faisais partie de la classe 52A. Voilà. Et alors j'ai pris le pactage, on m'a donné un pactage d'ancien. Hein, et le 18 septembre, je prenais le bateau Sidi Bel Abbès pour aller en France. Et je débarque à Marseille. Hein, je ne connaissais pas, alors j'interrogeais les autres copains que j'avais dans le bateau, des permissionnaires, des anciens. Et voilà, et arrivé à Marseille, on a pris un taxi pour aller à la caserne de Saint-Marthe. C'était une caserne de rassemblement de tous les militaires qui partaient en Algérie ou qui revenaient à Saint-Marthe, à Marseille. Bon, le lendemain, j'ai pris le train pour aller à Rennes, que j'étais affecté au corps antinérie à Rennes. Alors j'arrive à Rennes et je trouve 2 copains, hein, de la Marie, de la 58 de A, et le Draillard, le Guyader. Alors je tombe, on m'envoie à
à la compagnie d'instruction au compte de la Landouet, qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Rennes. Hein. Et là, je suis affecté à la première compagnie du 41 de Berry. Et alors, moi, j'étais comme un coq compagne parce que je venais des GMPR, je n'avais pas connu tout ça. Et là, je me retrouve dans des chambres où nous sommes 5 ou 6 dans la chambre. Hein, il y a les toilettes, il y a les WC, il y a les douches, il y a le réfectoire où on mange bien. On a du lait, on a de la boisson à volonté. Et bon, ben, je n'étais pas habitué à ça par rapport au GMPR, quoi. Bon, ben, j'ai bien fait. Et je remplaçais les copains parce que c'était des Bretons, des Bretons qui avaient des paysans, quoi. Et moi, venais d'Algérie, j'avais rien. Et je ne recevais pas de lettres ni de courrier puisque mes parents n'avaient pas les moyens. Et les copains qui allaient, je les remplaçais à la garde, où je prenais pour garder le chalet le samedi, dimanche. Et ça fait que ça permettait de partir. Et les copains me donnaient les clés de leur armoire, mais tiens, tu as du chocolat, tu as du saucisson, déjà, tu te sers, et ça fait que ça avait une bonne ambiance. Et moi, je remplaçais ça. Je profitais pour laver mon treillis, parce qu'il fallait le lundi matin présenter le treillis propre. Alors, on lavait ça à la main, avec une brosse, et on les séchait, voilà. Et alors, par contre, les autres, ils prenaient le linge, ils le faisaient laver par leur famille chez eux, pendant que moi, j'étais tout seul là. Alors, je me faisais avec un petit réchaud, je me faisais du chocolat, du machin au lait, hein. Voilà, je me faisais des petites tartines grillées. Voilà, j'étais comme un coq compact, quoi. Je mangeais, il y avait de quoi manger. Voilà, alors, en plus, je savais plus que les autres, parce que sur le plan physique, j'avais la pêche, j'étais bon à la marche, j'étais bon au parcours du combattant, au tir, je me débrouillais, et comme j'avais fait une préparation militaire avant d'arriver là, et j'étais au GMPR, tout ça, je pouvais, voilà, je connaissais pas mal de choses, hein, parce que je savais faire les maniements d'armes et tout ça, méthode légion en plus. Parce que je suis arrivé avec Marie et un autre, le Gnader, et on regardait la section de mon contingent qui était au maniement d'armes en temps de faire l'instruction. Ils étaient au premier, deuxième temps du présenter armes. Et moi, j'ai dit au caporal-chef qui commandait, j'ai dit, et nous, on vient pas travailler. Oh, vous venez d'arriver. On vient d'arriver, oui, mais moi, je connais tout ça. Comment tu connais ça? Oui. Donne-moi le fusil, tu verras. Et alors, je prends le fusil et je fais un festival, présenter armes, lance sur l'épaule, droite, tout, méthode légion. Bon, il était étonné. Alors, le caporal-chef, il rend compte au lieutenant, chef de section, il dit, il y a le nouveau, là, qui vient d'arriver. il connaît tout ça, là. Bon, alors, il me met dans la section. Et le lieutenant, il dit, Calderon, sortez des rangs, mettez-vous en face de la section. Et voilà, et le caporal-chef me commande, et je vais devant la section, les maniements d'armes, et les gars, ils sont tellement de voir la manœuvre. Il dit, voilà, hein, vous voyez, et ils viennent d'arriver. Hein. Rigolade. Bon, ben oui, je savais tout faire, ça. Et eux, ils ne savaient pas. Voilà, alors après, ben, je suis resté 4 mois au camp de la Landouet, et sympathisé avec et je touchais la paye, pas grand-chose. Je descendais à Rennes, j'allais au cinéma, je buvais une bière et c'est terminé quand la paye était partie. Voilà. Alors, après on est parti, j'ai réussi mon peloton de l'Algradé et nous sommes partis direction l'Algérie. Alors, j'étais le seul pied noir, hein, avec tous les autres, c'était des Bretons, des Parisiens, etc. Et alors, ils étaient tous autour de moi, hein, et je leur donnais tout ce que je savais sur l'Algérie, hein, sur les faits à grâce, sur comment ça va et tout ça. Ils étaient tous attentifs à mes questions. Et alors, on est parti dans le bateau. Pareil, on a pris le bateau, j'avais tous les gens du contingent qui étaient partis avec moi, hein. Et voilà, je n'arrêtais pas de raconter. C'est la première fois que je me sentais utile, hein, que je faisais plaisir à mes copains.
Voilà. Et alors, après ça, ben, j'étais affecté, moi, le Guyader et Marie, ont été affectés euh, à la 6e compagnie du 8e Brim, qui s'est trouvée à Franquetil à l'époque où j'étais GNPR. Alors, ça fait que la ferme en question, je la connaissais, le blocos où j'ai failli, j'avais construit avec les autres à faire ce blocos. Alors, je connaissais bien la ferme en question. Et le capitaine n'était pas là. Le capitaine était en stage, il s'appelait Offret. Le capitaine Offret était en stage à Arzeux, stage commando, puisqu'à l'époque, il y avait des compagnies qui se créaient en commando de chasse. Alors, le capitaine, alors déjà, il y avait l'adjoint, c'était le lieutenant Lambert. Il me met à l'épreuve. Je lui dis, mais moi, je parle espagnol, français, l'arabe. Hein. Et je connais ici, puisque j'étais là, tout ça. J'étais chercher les cailloux dans le Tafren, ça vient dans le Talweg, pour construire l'igloo. Alors, bon. Alors, j'ai fait une bonne impression. Et le capitaine est arrivé 2 jours après. Et il a réuni tout le monde, toute la compagnie. Hein, et il a dit, bon, vous savez que je suis parti faire le stage commando, hein, et que nous allons former un commando. Alors, après le repas, ceux qui sont volontaires pour venir au commando avec moi, sauf tel contingent, sauf les jeunes ou les anciens, hein, tous les autres qui sont volontaires pour venir. Après, à la popote, vous viendrez vous inscrire. Alors, j'étais volontaire pour y aller, mais le capitaine ne voulait pas nous prendre parce qu'on faisait partie du contingent 58-2A. Alors, j'ai dit au capitaine, mais mon capitaine, je vous connais. Hein, on a fait des opérations ensemble quand j'étais au GMPR. Ah bon? Ah oui, alors je parle français, l'espagnol et l'arabe. Bon, ça va, je te prends, toi et ton copain, hein, je vous prends avec moi. Allez. Et voilà, je suis parti. C'est parti au commando de chasse à Inadjar, entre Saïda et Inadjar. Là, le commando se forme avec le capitaine Offret. Voilà. Et on commence à recevoir des soldats un peu de toute la division. Il y a Bijard qui arrive à ce moment-là, et c'est lui qui nous dit, hein, les cheveux courts, hein, les pantalons retaillés, les casques lourds, on les enlève. On va faire du sport, du tir, les patrouilles dehors, hein, et voilà, il n'y a plus de... Vous ne restez pas enfermés dans les fermes et dans les galeries. Vous sortez dehors, à faire des patrouilles, faire du sport, faire du tir réel, etc. Donc c'est au moment de Bijard que tout a changé. Oui, c'est Bijard, il a tout changé, parce qu'avant, c'était les Félagas qui faisaient la loi. Avant. Et après que les Félagas, ils venaient, ils coupaient les poteaux télégraphiques, les arbres, et tout ça, et ils harcelaient les différents corps militaires pour les tenir en haleine. Voilà, pour les fatiguer. Voilà. Bon, je suis au commando, je commence alors le capitaine m'a pris comme agent de transmission, hein, agent de transmission, moi et mon copain. Bon, alors agent de transmission, à le commandement du capitaine en fait. 2 mois après, il y a un grand combat avec une grosse katiba. Il y avait la Légion étrangère qui était là. Et nous, bon, on a fait le premier combat, on n'était pas encore bien entraînés. On est parti avec, comme la radio ne marchait pas, il était agent de transmission. Hein, le capitaine me dit, bon, allez-y voir Brahimi et des tués qui se portent à tel endroit. Bon, alors on est parti, et voilà. Et à ce moment-là, hein, ça sifflait de tous les côtés. On tombe face à face avec 70 Félouses en face, hein, 70 Félagas. Alors, on ne savait pas si c'était des tirailleurs, des spahis ou et c'était des Félagas. Alors, on s'est mis à tirer comme au champ de tir, une OPM sur le Félagas. Il y a un T6 qui passe par-dessus notre tête et il balance une fusée, une roquette, en plein dans le magasin. Boum, grosse explosion. Et Brahimi qui était derrière, il nous fait signe, revenez. Alors on s'est replié derrière
une palmeraie de figues à Barbarie, avec voilà. Et elle a passé la nuit avec une toile de tente toute la nuit. Et le lendemain, on a replié et on a récupéré les morts et les blessés. Pas de nous, on n'a pas eu de blessés, parce que c'était nos premiers combats. Ils n'étaient pas encore très bien engagés. Voilà, pour ça. Ensuite, il y a eu des petites opérations sans arrêt. Le capitaine Offret, ah oui, alors on a touché le lieutenant Gagé, qui venait d'Espaïs, et le sergent-chef Hadj, qui venait d'Espaïs aussi. Voilà, affecté au commando combat. C'était l'adjoint du capitaine Offret. Le capitaine Offret, il avait perdu un œil. Non, il avait perdu, oui, un œil en Indochine, et il a perdu une jambe au commando. Alors, voilà. Et c'est le lieutenant, parce qu'il est parti dans une embuscade et il a été frappé par une rafale de mitraillettes. Alors le capitaine a été évacué à l'hôpital. Bon, ensuite, c'est le lieutenant Gagé qui a pris le commandement du commando, qui est devenu, au départ, c'était le commando de chasse, 43e commando de chasse à Saïda. Et le colonel a dit au lieutenant Gagé de trouver un nom commando et une devise. Alors voilà. Et c'est là qu'ils ont trouvé le nom Cobra et la devise Accroche-toi. Voilà. Alors il dit, bon ben, le colonel Bijard a donné mission au lieutenant Gagé, qui lui donnait la mission de travailler avec la compagnie et lui donner le commandement, qu'il n'aura pas un capitaine. C'est lui qui sera le patron. Voilà, alors, depuis on est bien, Gagé a fait à sa manière, hein, et il a réussi à changer un peu de méthode. Et là, on s'entraînait, hein, on s'entraînait de vrai, avec des grenades OF qu'on balançait, et on allait en courant sur ces grenades, en tirant. Oui, les grenades OF, pas les DF. Hein. Voilà, offensive. Alors c'était pour nous donner l'action, pour quand on montait à l'assaut, voilà, c'est ça. Hein. Et alors, ils nous tiraient par-dessus les têtes, hein, un peu pour qu'on ait un peu le goût du combat, voilà. Et alors, marche de nuit, embuscade, par ceci, par là, voilà. Et entraînement physique, hein, et, au tir et combat. Voilà, et le commando s'est formé petit à petit, hein, et il est devenu un commando zonal. Parce qu'après, il a été faire des combats dans le sud, en direction d'Ain Sefra, et tout ça, avec la Légion, tout ça, dans les cours, voilà. Et là, bon, c'était une autre... Alors, on a eu des bons succès, différents combats, hein, et différentes machins, à la frontière marocaine, à Ain Sefra, à Giriville, un peu partout, là, dans le sud oranais. Voilà, le commando a commencé à avoir une image de marque, parce qu'on faisait des bilans et tout ça, et que Bijard était content de nous. Voilà. On a réussi à ce que les pieds noirs de Saïda pouvaient venir danser sur la place de Saïda, parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas. Et depuis que Cobra et Bijard est arrivé, il a libéré un peu le secteur des Félagas, et ça fait que les gens étaient un peu plus rassurés d'avoir le commando Cobra et le commando Georges qui était là aussi, à base de musulmans, qui donnaient des renseignements. Voilà. Voilà, ben ça s'est bien passé. Hein, et ben moi j'ai continué à faire la guerre jusqu'à la fin 1962. Voilà, beaucoup de combats, beaucoup de machins, voilà. Et en 62, j'ai été muté en France, dans les chasseurs alpins. Voilà, j'arrive en 62 dans les chasseurs alpins. Entre-temps, mes parents, ils ont été éparpillés en France sans savoir où ils étaient. Hein, parce qu'ils étaient arzeux, ils ont été embarqués. Et je ne savais pas où ils étaient. Et voilà, alors j'ai reçu après, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge,
Hein, j'ai su qu'ils étaient arrivés en France, hein, à Dax dans les Landes. Voilà, pendant que moi j'étais tombé à Nice. Au départ, on était commando de chasse. Et après, par la suite, après le départ du colonel Offret, on est devenu Cobra. C'est l'adjudant Bonneau qui a trouvé le nom avec le lieutenant Gaillet. Hein, ils ont trouvé le nom Cobra. Et comme devise, accroche-toi. Accroche-toi, serre les dents et avance. Et bon, alors, cette devise et ce nom Cobra a plu au général Bijard, au colonel Bijard. Il a accepté que ce nom était bien pour Cobra. Ensuite, on défilait de temps en temps à Saïda avec les poings fermés, hein, pour montrer aux gens comme quoi que on était là hein, pour durer, pour se battre contre l'ennemi et avoir la pêche, voilà. Hein. Point fermé, la volonté de vaincre. Hein, volonté de vaincre. Et bon, et de fil en aiguille, on a fait plusieurs combats, sans arrêt. Hein, des petits, après un peu plus grands, de plus en plus. Et voilà, et la renommée de Cobra a remonté un peu. Hein, les pieds noirs de Saïda étaient contents de nous avoir, hein, parce qu'on a nettoyé un peu le secteur de Saïda, le plan ennemi. Et Monsieur Calderon, pouvez-vous nous raconter certains de ces engagements que vous avez eus? Éventuellement, l'opération de la soif. Hein, voilà, on marchait tous les soirs, on partait. On marchait de la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour. On s'installait en embuscade. Et le lendemain, on ratissait, hein, pour chercher l'ennemi dans le secteur. Mais ça a duré pendant plusieurs semaines. Hein, une semaine ou deux. Et après, un jour, une semaine, on était fatigués et on n'avait pas d'eau à boire. Alors, tout le commando, hein, soit il n'y avait pas d'eau, on prenait avec un foulard, on mettait dans des trous où il y avait des têtards et on aspirait pour avoir un peu d'eau. On distribuait l'eau qu'on avait aux bouchons, et chaque bouchon, mais même les plus costauds, hein, ça tombait dans les pommes. Hein. Alors il nous a fallu 15 jours pour remonter, tellement tout le commando était affaibli. Même le lieutenant, il partait dans une direction opposée, hein, tellement qu'il avait perdu la tête. Alors, on tirait quelques coups de rafale là pour qu'il change de direction, parce qu'il partait dans une mauvaise direction. Voilà, et ce jour-là, il y a eu un airtrack du 5e RI, qui était le convoi, qui nous a ramené le ravitaillement, a sauté sur une mine. Et il y a eu 10 soldats du 5e RI qui ont été brûlés dans l'airtrack. Voilà, et nous, on était en haut sur les crêtes, hein, on voyait les véhicules comme des jouets. Hein, vraiment. Alors, on n'avait pas le moral, et on a failli, ça y est, maintenant le convoi va faire demi-tour, et on va se retrouver, hein, sans rien. Alors, on continue à marcher, ça fait des telles vagues, on ne voyait jamais la fin pour arriver à la plaine, et on entend une deuxième explosion. Cette fois-ci, c'était la tonne haut qui avait sauté sur une mine. Alors le moral, et les mecs tombaient dans les pommes. Alors ceux qui étaient un peu plus costauds, ils prenaient un sac, ils prenaient l'arme, voilà, et on aidait à faire marcher ceux qui ne pouvaient pas marcher. Et ainsi de suite. Et ça a duré, hein, quand on est arrivé, l'eau, on est tombé sur les jerrycans d'eau qu'on avait de réserve, et tout le monde s'est lancé, ceux qui étaient, hein, à boire comme des... Et il y en a un qui a gueulé, arrêtez de boire, hein, ne buvez pas trop d'un coup, doucement, voilà. Et moi, j'étais là, j'étais arrêté, et j'ai commencé à avoir du sang qui sortait du nez, tellement que j'étais fatigué, mais j'étais pas loin des camions, j'étais à 100 mètres des camions. Voilà, on a terminé l'opération, il nous a fallu 15 jours pour remettre le commando en ordre de bataille, tellement que j'étais fatigué.
Ça, c'est l'opération de la soif. Est-ce que vous pouvez me raconter ce fameux jour où vous avez eu une rafale qui est passée entre vos jambes? Oui, alors ça, c'est un des combats les plus durs du commando, un peu comme Cameroun ou comme Bazaï. Hein? Voilà, c'était le 6 avril 1960. On a accroché dans le combat le Djebel Benedir, la côte 1705. Voilà. Et il y avait 80 félagas installés en défensive dans les rochers. Alors il a fallu, pour faire 500 mètres, de 9h du matin jusqu'à 4h d'après-midi, pour faire 500 mètres sous le feu ennemi. Et j'ai reçu une rafale de MG42 entre les jambes, comme au cinéma, et des éclats de pierre de la figure, des buissons qui se coupèrent de la tête, et voilà, et on a avancé. Et voilà, et on a eu, à ce combat, on a eu 4 morts et 12 blessés. Voilà, la relève a été faite après par la Légion étrangère, qui ont eu des morts aussi après. Du Bénédir, un combat qui est resté gravé dans ma mémoire. J'étais caporal. Le plus dur, ça a été celui que j'étais à 7 km à l'intérieur du Maroc. Rentré à 7 km et qu'il a fallu que je puisse décrocher en perroquet. Tu sais ce que c'est un perroquet? Dites-moi. Eh ben c'est un, il tire pendant que l'autre se déplace et ainsi de suite. L'autre se déplace et un appuie. L'autre appuie, perroquet. Et ça, du coup, c'était quand vous... C'était pour se replier parce que l'ennemi, il y avait 2 mitrailleuses et il y avait un MG42, là, comme tu dis, là, et il y avait le Talweg avec de la verdure et l'infanterie Félaga commençait à nous déborder pour nous encercler. Alors, et moi, j'étais à la radio et j'étais tout seul à 2 km à peu près en pente. Et alors, je disais au lieutenant, dépêchez-vous, envoyez-moi du renfort, parce que je vais me faire pas tuer. Comment j'ai dit ça? Oui, j'ai besoin de renfort, parce que ça va mal, il y a 2 mitrailleuses là-bas, tout ça, mais comme la liaison radio ne marchait pas avec l'armée de terre en bas et l'aviation, on ne pouvait pas donner les coordonnées par radio, ça ne marchait pas. Alors ça fait que moi j'ai dit, ils vont me niquer le Bernos. Oui, on prend pas, dans ces cas-là, on ne prend pas des gants. C'est la politesse, tout ça. Voilà. Alors envoyez-moi des enfants parce qu'ils vont me niquer le Bernos là. Alors, je me suis replié en décrochant comme ça jusqu'à arriver au corps, parce que j'étais en contrebas. Et il y avait un mamelon comme ça là. Voilà. Et les mitrailleuses étaient de ce côté, ils ont tiré. Il y avait le Talweg, la pompe, et l'ennemi commençait à me déborder. Alors là, j'ai réussi à me replier jusqu'à arriver au sommet où il y avait le lieutenant Pasquier, tout ça, toute la clique. Et vous voyez, les Félagas là-bas, on les voyait à la vue. Alors le pipère Goussard qui tournait de l'armée de l'air, on lui a donné la position à ce moment-là. Et ils ont balancé une fumigène rouge, et on voyait les Félagas qui se repliaient derrière la montagne, à l'intérieur du barrage. Alors, il a dit, oui, on les voit, alors il y a les T26 ou T28, ils sont arrivés, il dit, on les voit, et ils ont balancé des roquettes et des rafales derrière. C'était un bataillon de fer qu'il y avait, qui venait du Maroc, ils s'entraînaient au Maroc. Voilà, alors on a perçu le résultat, puisque c'était à l'intérieur du Maroc, et nous on s'était repliés à la frontière après. Voilà, on a fait... Et ce jour-là, c'est là où c'est que il y avait les commandants marines aussi, qui avaient eu 2 morts. Et donc c'est là où vous avez passé la frontière marocaine? Oui, à 7 km à l'intérieur, à peu près, et on s'est... Et voilà, pareil, c'est un combat qui est resté... C'est là où j'ai risqué plus ma vie. Ils m'ont rien donné. Ils m'ont pas donné de décoration. C'est là où j'ai risqué le plus de ma vie. Pourquoi? C'est moi qui étais Ouais, j'ai pas essayé de me battre. J'ai balancé, je l'ai pas dit, les fusils, parce que c'était en pente comme ça. Moi j'étais à l'aile gauche complètement de la montagne.
et les commandants marines étaient sur ma droite. Il y avait d'autres. Et alors, quand j'arrivais comme ça, hein, comme j'étais obligé pour me rapprocher, de partir en colonne par un, hein, pour arriver, pour pouvoir être au niveau de la crête. Hein. Et quand j'arrivais là, c'est moi le premier qui voit l'ennemi. Hein, un grand masseur avec un chapeau de brousse, un foulard blanc, et moi, je leur parlais en arabe. Hein. Alors j'avais derrière moi le lance-patate dans le fusil d'abord. J'ai pris le fusil, j'ai commencé, pam, un 49-56, pam, 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 j'ai commencé à tirer pendant que mes hommes le faisaient parce que c'était en pente, c'était moi qui voyais, les autres étaient derrière moi pour qu'ils se mettent en ligne pour faire face à l'ennemi. Voilà, alors j'ai fait comme ça, après j'ai laissé le fusil, j'ai pris la 52 qu'il y avait, j'ai tiré en panne, après j'ai pris l'os patate, des grenades à fusil. Eh ben, il fallait, hein, et je tirais, boum, boum, et j'y allais à l'assaut. Oui, mais je peux pas, c'est comme ça a été passé, hein, et j'ai continué comme ça, et alors on balançait des grenades, et on montait en criant, mais seulement l'ennemi se repliait en récupérant les armes et les blessés. Il laissait que les morts, quoi. Alors voilà, et ainsi de suite, comme ça, et ça a duré. Hein. Il y a eu d'abord un premier accrochage, un coup d'une demi-heure, un quart de repos, le temps que. Et hop, j'étais reparti. Il dit bon, ben, je vais aller. Et voilà, c'est comme ça. J'étais moi qui étais à l'aile gauche avec mon groupe. Rapide. Et je dis voilà. Est-ce que vous pouvez tout me montrer la photo? Hein? Est-ce que vous pouvez me montrer la photo à la caméra? Donc là, c'est vous qui êtes au milieu avec la BAT 49, c'est ça? Oui, je suis avec la PM et la banane qui vient de... Hein? Qu'est-ce que vous faisiez lors de cette mission? Ben, on récupérait les morts maintenant. Hein? On avait accroché et on récupérait les morts pour les identifier. Hein? On continuait à chercher l'ennemi. C'est hein, déplacement, hein, à la recherche de l'ennemi, hein, dans le Djebel. Voilà, c'est moi, le caporal Calderon, hein, avec le PP8. Ce jour-là, je raconte une anecdote. J'ai changé mon PM avec le sergent et j'ai pris sa carabine et le poste. Voilà, et ce jour-là, ben, une heure après que j'avais pris je suis tombé sur les pelouses, sur 3 pelouses, dans un buisson. Et avec ma carabine, comme j'étais en tête, en descendant une pente, j'étais en tête, je tombe sur le buisson, et je vois trois têtes qui... Alors je tire un coup de carabine à un, voilà, et après il y a un copain qui s'appelle Carvela, qui louchait, il arrive avec son PM, il rafale le buisson, il dit attention, je suis là. Et vous parliez justement tout à l'heure au téléphone avec votre ami d'un petit camarade de la Légion. Vous avez intervenu. On a sauvé les légionnaires, hein, le légionnaire qui était encerclé depuis 9h du matin jusqu'à 7h du soir par des Felagas. Hein, l'hélicoptère a déposé le PC du capitaine Grosjean à l'époque, hein, du 2e REI étranger. Il a déposé en plein milieu d'une Katiba. Une Katiba, c'est une compagnie de Felagas. Alors, et les autres hélicoptères n'ont pas pu se poser parce que les Felagas, ils ont tiré sur les hélicoptères. Et ça fait que le groupe de commandement du sergent-chef Iglesias, ils se sont repliés dans des rochers comme les Indiens. Ils ont fait la boule de feu autour. Ils sont restés là, coincés, jusqu'à 7h du soir quand on les libère. On est arrivé, on a tué les Felagas à 50 mètres de leur position. Ils n'avaient plus de munitions, c'est presque les cailloux. C'est pour ça qu'on appelle le petit Cameroun. Vous avez été aux côtés de l'un des hommes qui a le plus marqué encore plus cette époque-là. Vous avez été même pris en photo avec lui. Qu'est-ce que vous pensiez du général Bijard, vous qui l'avez côtoyé et qui était auprès de lui? Oui, eh ben, je pense que du bien parce qu'il donnait la pêche aux soldats. Il montrait l'exemple, hein, et voilà, il nous donnait la pêche. Hein. C'est lui qui a fait enlever les casques lourds, ça servait à rien, hein, et qu'il a fait retailler les treillis,
les cheveux courts, faire du sport et faire des tirs et tout ça, voilà. C'était un bon machin de guerre. C'était un bon entraîneur et voilà, il donnait le moral aux militaires. Il leur donnait la pêche. Et c'est... Ah oui, parce qu'à l'arrivée, en attendant que l'hélicoptère vienne nous chercher, on posait le sac et on allait courir un peu autour du pour faire du sport. Ah ouais, je suis allé chez lui, hein. J'étais le voir chez lui. Il avait un canon devant chez lui. Et racontez-vous du coup votre dernier engagement avant la fin de la guerre d'Algérie. Eh bien, c'est dans le Jebel Excel. Le Jebel Excel, où j'ai failli perdre mes galons de sergent cette jour-là, parce que j'avais pas mis la garde la veille, hein, à Géryville, j'avais pas mis la garde en place. Alors Gagé, il m'a dit, on verra ça, on réglera les comptes après. Maman, prends ton sac et viens avec nous. On s'en va à 5h du matin. Ah, alors et après, je me suis avec le colonel Lenné, le lieutenant Lenné, hein, qui était sur les crêtes, et j'avais le sens de l'opération, hein, je suivais, mais je n'avais pas de liaison radio avec mes chefs, avec le poste PP8 là. Bon, je marche tout seul avec mon groupe pendant au moins 1 heure à presque 2 heures, hein, dans le Djebel, et au bout d'un moment, il y a le téléphone j'arrive à voir la liaison. Alors il m'engueule, oui, je vous appelle, qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, tout ça. Et oui, ben, je suis là, hein, et moi j'appelle et ça répond pas. Hein. Voilà, je suis à tel endroit avec mon groupe, voilà, je continue la progression en direction de la direction de l'Est ou du Nord, je ne sais plus laquelle direction maintenant, là. Hein. Voilà, bon, alors restez en contact avec Furieux, son indicatif radio, Furieux, et moi c'était Rapide. Il fallait que je sois en contact avec lui. Bon, ben, on s'est arrêté un petit peu, le temps de... Et après, ben, j'ai appelé, et je regarde autour de moi, et il avait perdu le contact avec le lieutenant Millon, hein, et pas de liaison radio. Alors, je reprends la progression, tout seul dans la direction de l'opération. Et à un moment, il y a le lieutenant Lenné arrive à m'avoir au téléphone et il m'engueule. Oui, vous avez dit de rester avec le groupe Furieux, tout ça. Vous dit, oui, on réglera les comptes en rentrant. On dit, ça va. On réglera les comptes en rentrant avec le lieutenant Gagé, avec le lieutenant. Ça va faire ma fête. Bon, alors, il me dit, bon, vous avez à 500 mètres de vous, vous avez un berger avec un bourricot et des vaches, tout ça. Allez-y contrôler le berger. Bon, ben alors, moi je dis à mon caporal chef Bernard, on va contrôler, on va mettre la pièce en batterie et tu vas contrôler le berger là-bas. Et alors, le temps que je dis ça, à 50 mètres sur ma droite, il y a 5 felouses qui partent en courant, qui sortent de leur cachette et ils courent à droite. Et le bourricot, il était parti à gauche. Alors, je cours, je fais à droite, et je suis parti en courant sur les fels, là, les 5 ou 6 fels, là. Et j'en ai fait un blessé, prisonnier, et les autres sont morts. Voilà, c'était la wilaya. C'était un colonel ou un chef de Katiba. C'est Marx qui a sauté sur une mine. Et il se tenait la jambe. La Rangers tombait et il avait sauté sur la mine de la Jeep. Ça, c'est un autre mal. En allant chercher une section, j'étais avec mon camion derrière et la Jeep, il y avait le lieutenant Lenné qui était chef de bord et l'adjudant Marche qui était le responsable des camions roulettes. Il a mis le chauffeur derrière et le radio derrière la Jeep et il y avait le lieutenant et Marche qui conduisait. Et alors, moi, j'étais avec mon camion derrière, à 100 mètres derrière la Jeep, et je disais au chauffeur que j'avais un jeune chauffeur. Je disais, l'an dernier, il y a eu des mines qui sautaient là. Et même pas un quart d'heure que j'avais dit ça, la Jeep qui saute. En gros, il y en a, la Jeep. Et alors, il y avait Marx qui était le chauffeur, qui avait la jambe
gauche arrachée, quoi. Ça pendait. Alors, et le lieutenant, l'aîné, il avait des cheveux frisés. Et alors, c'était comme ça. Il y avait une fumée qui sortait de ses cheveux. Oh, comment si c'était un génie. Oui, et le radio et l'autre, ils avaient été éjectés de la Jeep sur ils n'ont rien eu. Hein, et c'est le chauffeur et l'aîné qui a eu un petit peu, mais il ne s'est pas porté consultant. Il a continué. Et après, il a souffert des reins, tout ça. Il avait la fendue et voilà. Ça, c'est l'histoire c'est pas l'histoire du télécombat, c'est chercher une section de commando qu'on allait récupérer sur le terrain. Et voilà, dans une piste dans le sud de Rouennais où il y avait des mines en pagaille. Hein? Alors, ensemble, là, les deux ils sont morts. Bon, lui, il est mort maladie. Et c'est lui qui a eu la jambe. Voilà, il est là. Il était l'adjudant des roulettes. On appelle les roulettes. Il s'occupait des camions, de les amener à droite, à gauche. C'était lui l'adjudant de compagnie des roulettes. La commandement. Hein, il avait ce tous les camions qu'il fallait qu'ils passent en visite et tout ça, on partait en opération. Voilà. Il était responsable de tout ça. Oui, parce que j'ai failli me faire égorger. Entre le cessez-le-feu et l'indépendance. Oui. Comment ça? Eh bien, parce qu'ils étaient déserteurs. Ils sont désertés, ils avaient pour mission de me couper la tête avant de partir. Alors, parce que je suis parti faire mon examen de chef, de sergent-chef, de CIA. Et j'étais parti à Frenda faire cet examen. Et le jour où je suis parti, ils ont déserté. Hein? C'était entre cessez-le-feu et l'indépendance. Ils ont déserté, ils avaient pour mission de me couper la tête. Je suis par un arabe que j'étais bien avec lui, qui parlait français, qui m'a dit, il a eu la chance de partir parce qu'il devait te couper la tête. Voilà. Ce que je peux te dire. Et d'ailleurs, monsieur Calderon, quel était ce sentiment après, du coup, la fin de la guerre d'Algérie, la signature de l'indépendance, la dissolution du commando Cobra? Ouais. Quel était votre sentiment? C'est-à-dire qu'on s'est battu pour rien, pour garder l'Algérie à la France, et qu'on a perdu. On a perdu sur le plan politique, pas sur le plan militaire. Sur le plan militaire, c'était gagné. Donc l'armée, parce que beaucoup encore disent le contraire, donc l'armée française avait bien gagné sur le plan militaire. Sur le plan militaire, oui, mais sur le plan politique, on a perdu. À cause que De Gaulle a bazardé l'Algérie. Et ils n'ont pas tenu la promesse. Et quelle était cette promesse? Eh bien, l'histoire pour avoir le Sahara, parce que De Gaulle, il voulait conserver le Sahara pour le pétrole. Oui. Hein? Et bon, tout ça, on n'a rien eu. et de pas... Les harkis qui ont été zigouillés, hein, alors qu'on les a abandonnés. Les harkis qui étaient côté français, la France les a abandonnés. Et ça fait qu'ils ont été égorgés, prisonniers, tout ça, par le FLN. Voilà, c'est ça qui... Certains ont réussi à passer, hein, les harkis, voilà. Même Youssef, qui était commando Georges, il a été tué en France. Une fois en France, ils l'ont égorgé. Et voilà, alors je ne peux pas dire... moi j'étais maximum sergent. Hein. Deuxième classe, caporal, sergent. J'ai quand même réussi à tout comprendre. Mais quand on vous annonce la dissolution du commando Cobra, quel est votre sentiment? Quand justement vous apprenez ça, après justement les combats que vous avez vécus, ouais. les amis que vous avez perdus, et tout ça... que pour éviter la politique, elle a dit, qu'est-ce qu'on fasse? Parce que la majorité des soldats qu'on avait, c'était des appelés volontaires au commando Cobra, ou désignés d'office, quoi. Hein. Les compagnies se dégageaient parce qu'ils avaient mauvais éléments ou quoi, qui les emmerdaient, quoi. Ouais, au commando Cobra. Bon, c'est des appelés. Les appelés, ils étaient contents. Les appelés, la majorité, étaient contents que la guerre soit finie, hein, qu'ils rentraient en France. Voilà, ils étaient tous, à l'époque, il y avait une partie, ouais, c'était des anciens, hein,
et ils étaient tous en train d'écouter la radio de la fin de la guerre. Hein, voilà. Et tous les appelés, à un moment où ça s'est révolté un peu, où l'armée est descendue le plus bas. Voilà. Mais, si aujourd'hui, bon, la politique, je ne connaissais pas, moi. Hein. Bien sûr, mais vous, votre ressentiment, vous étiez écœuré, triste. Ben, curé, qu'est-ce que je fais? Ben oui. Qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire. Ben, je suis reparti et j'ai fait ma carrière, une partie de ma carrière, je suis parti. C'est dommage qu'on a des copains qui sont morts pour rien. Hein? Ils sont morts pour rien, quoi. Vous étiez justement porte-fanion. Porte-fanion du bataillon. Est-ce que vous pouvez justement me parler de cette photo et me montrer où vous étiez? Justement. Là, c'est moi, je suis là. Là, c'est 2 gardes de fanion et moi, je suis le porte-fanion. Et là, il y a le chef de corps qui s'appelait avant. Est-ce que tu arrives à le voir? Absolument. Donc vous êtes effectivement le porte-fanion. Le porte-fanion du 11e bataillon de chasseurs alpins en 1978. Et là, du coup, vous défiliez face à... Au général, au président Giscard d'Estaing. Et qu'est-ce que ça fait alors de défiler sur les Champs-Élysées? Parce qu'en plus, c'était pas votre première fois. Vous aviez déjà défilé face au général de Gaulle. Avec de Gaulle. Et alors, qu'est-ce que ça fait de déjà avoir la chance de défiler une fois? Mais alors 2 fois? Ah ben, 2 fois, mais la deuxième fois, c'était en blanc. La première fois, c'était en bleu. Et on avait fait deux défilés le même jour, la première fois, avec de Gaulle. 2? Oui, c'était le 14 juillet, défilé aux Champs-Élysées, et le 15 juillet, inauguration du tunnel du Mont-Blanc, en 1964. Et le président, il s'appelait Saragata. Ça qu'à faire de recherche, tu le verras. À l'époque, là, en 60... non, ça, c'est en 64, Saragata, c'est en 1964. Il faut voir quand c'est qu'il y a eu l'inauguration du tunnel du Mont-Blanc. Voilà. Et j'ai la photo qu'elle a. Et d'ailleurs... Hein? Et d'ailleurs... En plus, qui plus est, l'armée vous a apporté aussi l'une de vos 2 plus belles rencontres. C'est là que vous avez rencontré votre femme. Ah ben, au défilé du porte-fanion du congrès des chasseurs à Marseille en 1963. J'arrive le 25 septembre, comme ça, hein, sur la Canebière. Sergent, j'étais sergent là. Donc là, c'est vous juste ici. Là. Parfait. C'est beau gosse là, hein? Ah bah. J'avais 24 ans là. Ça c'est le repas, hein, au paro. Et ici il doit y avoir le général, voilà le repas. C'est là, au repas je suis là. Et ma femme est là. Et le chef de corps est là. Voilà. Et alors, en mangeant comme ça, et ma femme me dit, la future me dit, vous allez au bal ce soir? Et j'ai dit, eh ben non, je peux pas y aller parce que, hein, après le repas, je rentre avec le chef de corps à Nice à la caserne. Ah, alors le colonel, il a entendu. Il a dit, oh, ben Calderon, vous pouvez rester là. Hein, vous resterez là, vous rentrerez demain avec la fanfare. Bon, ben alors, il dit, bon, ben voilà. Alors, je serai au bal. Et c'est là que j'ai connu, hein, voilà. Et au repas, avec les parents, les beaux-pères et la belle-mère et tout ça, le porte-fanion, tout ça. Voilà, je suis là, en sergent, hein, et moi, je draguais un peu, je savais pas, hein, ça allait être ma femme. Hein, et alors, c'est donné rendez-vous, hein, et 2 mois après, même pas, elle m'a écrit tout le temps, là, pendant... Alors, elle était au club, comment on dit ça, en Espagne, là, Club Med, en Espagne, à Cadaqués, elle était. Hein? Alors, elle était là, et moi, elle m'a donné l'adresse de sa sœur, qui s'appelait Monzano. Sa sœur s'appelait Monzano, et elle habitait à Perpignan. Alors, elle m'avait donné son adresse. Alors, moi, j'ai pris une permission, et je suis allé voir la sœur Monzano à Perpignan. Et je tombe sur le mari de la sœur. C'était un Espagnol qui s'appelait Manzano. Il me regarde de travers. Il croyait que je venais draguer sa femme. Alors, c'était un Espagnol. Et moi, j'ai dit, non, voilà, je suis dans les chasseurs alpins un matin, j'ai fait connaissance avec Yvette, elle m'a donné votre adresse.
de celui-là, et je commence à lui parler en espagnol. Alors ça a changé parce qu'elle était espagnole. Ah bon, alors du coup j'étais bien accueilli. Hein. Et du coup le lendemain, on est parti avec une ronde, la voiture, on est parti en Espagne à Cadaqués à voir ma femme, ma future femme. Et on est revenu avec, elle a quitté le Club Med, et on est rentré à Perpignan. Voilà. Et là, après, ben, je l'ai accompagnée avec une de chevaux qu'elle avait. Je l'ai accompagnée chez elle à Limoges, de Perpignan à Limoges. En vouloir. Hein. En 2 jours, j'avais 23 ans. L'amour donne des ailes. Hein. Ben là, ben quand même, c'est la première fois que, en plus, elle m'a fait des cadeaux pour mon anniversaire. Elle m'a envoyé des boutons de manchette plaqués or. Alors, c'est la première fois qu'une femme me fait un cadeau, ou que je reçois un cadeau, parce que j'avais pas l'habitude d'avoir des cadeaux, moi. Et voilà. Et là, voilà, j'avais un an. Ma mère et mon père. Hein, chef. C'est là qu'il faut. Et voilà la baraque à frites, hein, où il y a mes frères. Voilà, et moi je suis là. Ma mère et mon père, dans la baraque à frites et beignets qu'on avait. Quand ça marchait bien, on avait cette baraque. Mais après, ils nous ont enlevé la baraque. Et j'étais obligé d'aller vendre des beignets dans les rues. Voilà, hein. Et après, on avait un restaurant. On a acheté un restaurant. Grâce aux beignets, tout ça, les frites. Mon père, il a acheté un restaurant à Saïda, le restaurant de la Poste. Mais ils nous ont fermé souvent le restaurant, parce que soi-disant qu'on donnait à boire sans manger. Et c'était interdit. Alors les gens étaient jaloux. Et on nous fermait le restaurant. Et à force, ben voilà, hein, on a fait faillite. Major Calderon, Oui. quel est le message que vous voudriez passer justement aux générations actuelles et aux générations futures à propos de la mémoire de la guerre d'Algérie et à la mémoire du commando Cobra? Qu'est-ce que vous souhaiterez dire aux générations par rapport à ces mémoires, à vous et à vos frères? Eh bien, je pense qu'on n'a pas cherché la guerre. Hein, on n'a pas cherché, elle est venue toute seule. Voilà, ce sont des Français qui se sont révoltés avec des Français, parce qu'à l'époque, l'Algérie était française, et les musulmans qui étaient là étaient considérés comme français. Alors c'est ça déjà un point, c'est une révolte un peu, voilà. Et bon, ben, on a été obligés de se défendre, hein. On a fait notre possible pour essayer de garder l'Algérie à la France, hein. Et on a mis tous les moyens qu'on pouvait avoir à notre disposition. Sur le plan militaire, je pense qu'on était, bon, c'est normal qu'on était plus fort parce qu'on avait des moyens plus importants que le FLN. Que le FLN, c'était pas surprise, c'était des sabotages, des grenades par-ci, voilà. Et je pense que, bon, ben, dans ce cas-là, ben, il faut se serrer, serrer les poings et s'accrocher aux différents événements qui se produisent. Quel que soit le machin, je pense qu'il faut essayer de défendre sa patrie. Il faut qu'il sache un peu, comme toutes les guerres, on se souvient de Napoléon, on se souvient de 14-18, Deuxième Guerre mondiale. Bon, ben, la guerre d'Algérie, c'était une guerre, malgré qu'il y ait des pour et des contre. Hein, je pense que ça fait partie de... on n'a pas cherché, c'était pas un plaisir de faire la guerre. Ça s'est présenté, et voilà. On nous a cherché, on a essayé de faire de notre mieux pour tenir notre rang par rapport aux ordres de l'époque. Hein. Et si ça revient, eh ben, il faut que les jeunes, hein, il faut qu'ils sachent défendre la patrie, qu'ils s'entraînent et qu'ils n'abandonnent pas, quoi. Il faut tenir, hein, puisque les parents se sont battus pour eux, hein, pour que les jeunes générations puissent vivre en bonne humeur, en bonne santé, et bon, voilà. Et c'est tout, hein, c'est fait pour, voilà, et c'est une roue qui tourne, et c'est toujours comme ça. Toutes les guerres, il y a des, hein, voilà, les anciens se battent pour que les jeunes vivent, et après les jeunes deviennent anciens, et ainsi de suite. C'est une roue qui tourne et on n'y peut rien. C'est comme ça les guerres. On ne cherche pas. C'est pas au niveau, c'est au niveau politique que ça se passe. Hein, pour une histoire de terrain, pour une histoire de, hein, voilà, une histoire de finances. Tout est basé sur les finances. D'après ce que je comprends. J'ai pas assez d'études.
J'ai pas fait les beaux-arts, on m'a dit, ou pas les beaux-arts, ceux qui décident. Mais, hein, non, je sais pas, je vois pas. Voilà, on s'accroche à la vie. Voilà. En soi, vous restez fidèle à la devise du commando Cobra. Ah bah oui, on s'accroche. D'abord c'est accroche-toi.